Bienvenue à Gauche-Droite, communiquer avec impact. Alors, on reçoit Martine Hébert. Bonjour, Jacques. Martine Hébert, qui est économiste, sénatrice. On va en parler d'ailleurs, récemment nommée sénatrice. La Fédération canadienne des entreprises indépendantes, c'est là qu'on s'est connus d'ailleurs. Commentatrice aussi de l'activité économique en général. Et bien sûr, déléguée du Québec pendant plusieurs années. 5 ans. 5 ans, et à New York et à Chicago. C'est ça. Ça me fait plaisir de te recevoir à mon émission. Bien, écoute, c'est une invitation que je ne pouvais pas refuser, cher Jacques. Martine, on se connaît bien depuis quand même quelques années, puis on va y revenir là, dans les différentes facettes de ta carrière, de ta vie. Mais avant de plonger là-dedans, j'aimerais ça quand même que tu nous dises d'où tu viens, qui tu es. Tu es une bonne communicatrice, Martine. T'as-tu appris ça quelque part? T'es-tu venue au monde en jasant? Ou... Presque, je te dis. Ah oui? En fait, j'ai grandi en arrière du comptoir de la pharmacie de mon père. Fait que ça veut dire que très petite, j'ai été en contact avec le public. Mon père à l'époque venait d'acheter une pharmacie à Varennes, sur la Rive-Sud. Ils s'étaient endettés, mes parents, par-dessus la tête à l'époque, parce qu'ils avaient acheté ça, ils n'avaient pas d'argent. Bref, et ils étaient obligés de travailler les fins de semaine, le samedi puis le dimanche. Fait que le samedi puis le dimanche, on n'allait pas à l'école, mon frère et moi. Fait que tu étais dans la pharmacie. Fait que j'étais dans la pharmacie. Puis moi, j'avais bien du plaisir à être dans la pharmacie. Mon père m'avait appris à compter le change manuellement, parce que les caisses enregistreuses ne comptaient pas le change à l'époque. Fait que je faisais la caisse, je parlais avec les clients. J'avais beaucoup de plaisir. Fait que j'ai été élevée, j'ai grandi, si tu veux, dans le public. En jasant avec le monde. Et en comptant des pilules, en comptant le change, puis en jasant avec les gens qui venaient. Puis mon gros plaisir, là, c'était les gens qui venaient à la pharmacie, par exemple, c'était de réussir à vendre une bouteille de parfum au monsieur qui venait acheter des aspirines à sa femme. Oui? Oui, d'essayer. Oui. Fait que pas juste communicatrice, aussi le côté des affaires. Bien, le côté des affaires, le côté de convaincre aussi, d'essayer de convaincre, d'influencer. Et quand je regarde un petit peu mon parcours, je me dis, aïe, ça a commencé déjà à cet âge-là. J'avais 7-8 ans. Ça a commencé petite. Oui, très petite. Tu n'es pas devenue pharmacienne, par contre? Non. Tu es devenue économiste. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'économie? Écoute, ça a été un concours de circonstances, Jacques. Je te dirais que petite, plus jeune, j'avais pas beaucoup confiance en moi au début de l'âge adulte. Je faisais partie de la communauté LGBTQ+. On n'aimait pas ça à cette époque-là. Là. Rappelle-toi, là, moi, je suis né en 1965. Oui, on est pas mal même génération. C'est ça. Alors, on n'était pas là-dedans. Fait que, tu sais, ça m'a amené à poser à prendre des choix ou à faire des décisions qui reflétaient un peu ce petit manque de confiance-là. Parce que si j'avais écouté mon cœur et que j'avais eu confiance en moi, je serais probablement urgentologue aujourd'hui ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui m'attirait. Okay. Mais, bon, j'ai bifurqué et je suis rentrée au cégep en me disant, qu'est-ce que je vais faire, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, finalement, j'ai tâté l'économie. Et moi, j'aimais beaucoup les mathématiques. Et l'économie, c'est très mathématique aussi. Donc, j'ai quand même fait mon cégep en sciences de la santé. Quel endroit, le cégep? Édouard-Montpetit à Longueuil. Donc, j'ai quand même fait mon cégep pour essayer d'avoir un diplôme de sciences de la santé pour pouvoir avoir le choix à l'université de faire ce que je voulais. Et dans un de mes cours d'économie au cégep, qui était un cours que j'avais pris, si tu veux, un cours complémentaire, j'avais un professeur qui s'est mis à nous parler de la Banque mondiale, puis du Fonds monétaire international, puis... Là, tout d'un coup, moi, la petite fille de Varennes, le pharmacien... Ça a ouvert des perspectives. Bien là, ça m'a ouvert un paquet de perspectives. Elle me dit, aïe, wow, il se passe tout ça dans le monde. C'est comme ça que sont prises les décisions, etc. Et là, je me suis dit, un jour, je serai diplomate. Écoute, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Pas économiste, là? Pas économiste. Un jour, je serai... Diplomate? Un jour, je serai diplomate. Donc, l'économie... Attends, et ça m'est sorti de la tête. Okay. Ça m'est sorti de la tête, mais je suis restée avec l'idée que l'économie, c'était quelque chose de le fun, quelque chose de passionnant, puis qui pouvait m'amener peut-être un jour à me ramasser dans des institutions internationales. Fait que c'est comme ça que je suis rentrée à l'université. J'avais appliqué en mathématiques, je pense que j'avais appliqué en économie. Finalement, j'ai choisi l'économie et j'ai fait mes 5 ans d'université, baccalauréat et maîtrise. Tu as fait ton bac, tu as fait ta maîtrise sur quoi en économie? J'ai fait ma maîtrise sur les dépenses des ménages canadiens. Donc, qu'est-ce qui influence les dépenses des ménages canadiens? Je pensais que tu avais fait ça sur Karl Marx. Non. Et sur le capital de Marx. Non. Un mémoire en économétrie à part de ça. Parce que, comme je te dis, je suis restée avec mes idées. Fait que c'est ça qui m'a amené, si tu veux, là,
à poursuivre mes études là-dedans puis à avoir bien du plaisir. On s'est connus à la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. En fait, moi, j'étais à la CSN. Toi, tu as été vice-présidente de la FCEI. J'étais dans le patronat, dans le gros méchant patronat. Oui, tout à fait. On s'est coltorié en masse, on va se le dire. On s'est tapoché pas mal. Oui. Mais on s'est toujours bien entendu. Toujours respecté. J'aimerais ça que tu me parles de tes années à la FCEI, parce que la FCEI, c'est des petites entreprises. Hein? Oui, c'est ça. Ça a été des belles années parce que la FCEI, c'est une organisation qui défend les PME. Et souvent, les gouvernements, quand ils prennent des décisions, vont penser davantage aux grandes entreprises. Même les syndicats, hein, je veux dire, ils vont penser que toutes les entreprises ont un gros département de ressources humaines, un département de services juridiques, un service de la paie, etc., alors que c'est pas ça. 98 de nos entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Et moi, j'avais grandi dans une PME, une pharmacie, une clinique médicale, un centre professionnel. Ben oui, ta mère était coiffeuse, je pense, hein, c'est ça. Donc, c'était très... Pour moi, c'était comme une espèce de naturel de prendre ce rôle-là, d'adopter ce rôle-là, que j'ai eu d'ailleurs, en moyenne, là, c'était la première femme à l'avoir occupé, si ma mémoire est bonne. Ah bon? Et 10 ans plus vieille que tous mes prédécesseurs. Comme quoi, on avait encore beaucoup de chemin à faire pour arriver vraiment à une égalité. Mais ça, c'est un autre débat. Bref, je prends la défense des petites et moyennes entreprises parce que, comme je te disais tantôt, c'est souvent les grands oubliés. Puis, tu sais, les gouvernements... C'est notre économie, tu l'as dit. C'est notre économie, c'est le poumon de notre économie. Pas très syndiqué, les petites entreprises au Québec. Non, c'est pas nécessaire. On parle de quoi quand on parle d'une petite entreprise, membre de la FCEI? On parle d'un restaurant, on parle d'une pharmacie? On parle d'un restaurant, d'une pharmacie, les agriculteurs ont des PME, on parle d'une petite manufacture. Je te dirais que la très vaste majorité de nos entreprises au Québec ont moins, à peu près 95 je pense à l'époque, là, plus ou moins, ont moins de 50 employés et à peu près la moitié en ont moins de 5 et le 3/4, si je ne m'abuse pas, en moins de 20. Donc, on est dans une économie de très petites entreprises. Fait que quand tu es vice-présidente de la FCEI au Québec, donc, tu représentes ces gens-là, notamment devant le gouvernement du Québec. Ben oui, parce que les décisions se prennent. Tu sais, c'est facile, les fonctionnaires, le gouvernement dit « Ah, on a un problème, hein, tu le sais comment c'est, on va faire une loi, on va faire un règlement. » Oui, bien beau. Mais juste la loi, prenons par exemple des dossiers sur lesquels on a travaillé ensemble, genre la loi sur l'équité salariale. Absolument. La loi sur l'équité salariale, c'est pas simple. Là. Même encore aujourd'hui, je veux dire, comment tu l'appliques? Les concepts de comparateurs masculins, puis écoute, c'est excessivement complexe. Imagine dans une petite entreprise où tu as à te plier à ces exigences-là. Donc, s'assurer, par exemple, que la loi comporte des exceptions pour les plus petites entreprises ou comporte des dispositions particulières pour les petites entreprises, faisait partie, ça, du mandat que j'avais. S'assurer aussi, après ça, que les institutions et les organisations gouvernementales qui y ont à appliquer ces lois-là, bien, offrent le soutien nécessaire aussi aux entreprises qui doivent se plier à ces réglementations. Admettons, je te demande, dans cette période-là, s'il y a un dossier que tu es bien fier d'avoir défendu devant le gouvernement du Québec ou un politicien que tu as convaincu ou un... Il y en avait beaucoup. Écoute, non, mais il doit en avoir... Oui. Ben, je te dirais que le dossier de l'allègement réglementaire est un des dossiers que j'ai... Pas les décrets de convention, là. Le décret de convention collective dans la coiffeur, là. Toi, t'étais pas... Non. Ma mère, elle rouspétait aussi quand elle... Oui, avec raison. Ben, tu vois, j'avais raison. Fallait t'écouter ta mère. Alors, oui, parce qu'il faut dire que les décrets de convention collective, ça, c'était des dispositions législatives qui régissaient seulement certains secteurs d'activité dans certaines régions. Imagine. Je veux dire, les coiffeurs en Outaouais étaient assujettis à ça, alors qu'ailleurs, au Québec, ils ne l'étaient pas. Je veux dire, ça faisait ni queue ni tête, mais bon. Faites le gouvernement, faites le ménage. On aime bien ça réglementer. Et dans le fond, ce que j'ai réussi à faire, c'est de faire mettre le dossier à l'agenda du gouvernement et même créer un comité sur l'allègement réglementaire qui regroupait d'ailleurs aussi des représentants syndicaux, mais les représentants des différents ministères et organismes qui interagissaient avec les entreprises. Et j'ai même co-présidé ce comité-là. Je me souviens à l'époque, le premier, c'était-tu avec Sam Hamad ou c'était avec Lise Thériault? Je me souviens plus. En tout cas, c'était dans ces années-là. À l'époque des libéraux, oui. Et ce comité-là existe encore aujourd'hui. Donc, il continue à travailler, là, à faire favoriser l'allègement. On a travaillé beaucoup au comité consultatif du travail de la main-d'œuvre. Oui, ensemble, tout à fait. Absolument. Ouais. La FCEI va t'amener après aux États-Unis.
Bien, c'est là que je reviens avec mon idée de diplomate. C'est comme, ça m'a frappé. Mais tu devais avoir convaincu quelqu'un au gouvernement, parce que quand tu es délégué, les gens ne connaissent pas ça. Hein? C'est quoi ça, délégué du Québec à Chicago et à New York? À New York. Bien, le Québec, en fait, est l'État fédéré qui a la plus grande représentation à travers le monde à l'étranger. On a à peu près 35 bureaux dans une vingtaine de pays. Alors, normalement, un pays va avoir, par exemple, une ambassade, puis il va avoir un consulat. Mais comme on n'a pas de pays... Comme on n'est pas un pays, le Québec a des délégations. Donc, délégation générale, délégation tout court ou des bureaux. Il y a 3 types là, de bureaux à l'étranger. Donc, moi, j'ai commencé à Chicago. Comment ça s'est passé? J'avais entamé la fin de ma 9e année à la FCEI. J'entamais ma 10e. Et je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grande? Je me posais la question de dire... Tu commençais à être grande? Oui, mais dans le sens que j'avais le goût d'un nouveau défi, mais c'était pas facile parce que la FCEI, ça a vraiment été trilant, là. Je veux dire, pendant toutes ces années-là. Qui t'a nommé? C'est les libéraux ou la CAQ? C'est la CAQ qui m'a nommé. Monsieur Legault? C'est Monsieur Legault. En fait, c'est le Conseil des ministres, qui a été nommé par le Conseil des ministres. Donc, c'était Nadine Giraud qui était ministre des Relations internationales à ce moment-là. Mme Giraud qui est décédée aujourd'hui, que je porte encore beaucoup dans mon cœur parce qu'elle a vraiment féminisé les bureaux du Québec à l'étranger. Il y avait beaucoup, beaucoup d'hommes. Quand j'ai été nommée à Chicago... La parole des femmes n'était pas très... Non, c'est ça. Quand j'ai été nommée à Chicago, j'étais la première femme à être nommée en 50 ans d'existence. Wow! Oui, déléguée du Québec. Fait que, tu sais, je veux pas dire que je suis meilleure que les autres. Non! Je suis sûre qu'il y avait bien du monde bien compétent, même peut-être plus compétent que moi, des femmes plus compétentes que moi, peut-être dans le passé, qui auraient pu être nommées, mais ils n'ont jamais été nommées. Alors, Mme Giraud a vraiment féminisé. Fait qu'il y avait 2 facteurs, genre, qui ont influencé. Je cherchais quelque chose à faire. Je voulais continuer à servir. La politique, je n'étais pas trop sûre. C'est comme, évidemment, Fait que la petite diplomate de la pharmacie. Bien, c'est ça. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que M. Legault avait annoncé à l'époque qu'il voulait rendre ses délégations plus économiques, leur donner un rôle plus économique. Alors, je me suis dit, ils vont chercher des profils économiques. Fait qu'à un moment donné, j'ai une rencontre avec M. Legault, puis bon, il savait que je cherchais d'autres défis. Fait qu'à la fin de la rencontre, on se met à jaser, puis Martine, qu'est-ce que tu veux faire, Fait que ça a débouché un petit peu comme ça. Puis ça a débouché sur devenir peut-être délégué. Puis il m'a dit, ben écoutez, on va passer ça avec... Là, je t'embarque. C'est pas lui qui décide. Il faut que tu passes dans les emplois supérieurs et tout ça. Fait que je suis passée aux emplois supérieurs. J'étais déjà en discussion, puis j'ai continué par après. OK. Pour le public, là, admettons, tu es encore délégué du Québec à Chicago et à New York. Puis Donald Trump est au pouvoir. Puis là, il nous fait la guerre commerciale que tu connais. Oui. Tu ferais quoi, là? J'étais là en 2019 dans son premier mandat. Son premier mandat, genre qu'un matin, il se lève, ou en tout cas, c'est quasiment, je caricature un peu, mais c'est quasiment de même que tu le vis parce que c'est tellement soudain. Il décide qu'il met des tarifs sur l'aluminium et sur l'acier, mais sur l'aluminium... Ça nous touche au Québec. Bien, c'est ça, exactement, ça nous touche au Québec. Ça, c'était dans la première salve qu'il avait... Elle fait quoi, la déléguée, dans ce temps-là? Ben, c'est ça. Ben là, elle appelle son équipe, puis elle dit, oh, Houston, we have a problem. Houston, on a un problème. C'est comme... Donc, on réunit l'équipe. J'avertis aussi, évidemment, le gouvernement, les autorités, ma ministre et mon ministère, mon sous-ministre à Québec, pour dire, écoutez, voici, ils avaient déjà, l'information avait déjà commencé à couler, à circuler, c'est-à-dire, donc, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, on s'organise, on dit, écoutez, on va vous revenir avec plus de renseignements, plus de détails, etc. Fait qu'on se met à fouiller, puis on se met en mode, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut aider, dans le fond, le Québec à se sortir de ça. Et c'est là qu'on s'est réunis, notamment aussi tous les délégués aux États-Unis, pour dire, bon, ben c'est qui, par exemple, les élus dans nos territoires respectifs qui sont de notre bord. Tu devais parler à tout le monde. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Des députés de la Chambre. Des représentants, les chambres de commerce. Les chambres de commerce, les bureaux de gouverneurs, les associations. Tu avais tes entrées partout? En fait, on est là pour faire de la diplomatie, c'est ça, hein? C'est faire de la relation. Je reviens quand j'étais petite en arrière de la caisse, sauf que là, je ne vendais pas des bouteilles de parfum. je vendais le Québec. Je vendais les idées du Québec, je vendais le Québec, je vendais l'expertise du Québec. Donc, c'est un peu la même chose. Il faut que tu tisses des liens
Et c'est là où on a tout orchestré, dans le fond, une campagne de sensibilisation, bâtir l'argumentaire, c'est la première chose, pour convaincre les Américains que ce n'est pas une bonne idée, puis voici pourquoi. Après ça, recruter des alliés qui allaient aussi prendre la parole avec nous. La seule différence dans ce temps-là, Jacques, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le milieu des affaires était quand même assez expressif à l'époque, à ce moment-là. Mais s'il n'était pas d'accord, il le disait. Il le disait. Alors que là... là, on les entend. Tu as encore des contacts? Oui, là, on les entend beaucoup moins. Les gens travaillent beaucoup plus en sous-marin, je te dirais. Ils ont-tu peur? Les gens, c'est sûr que la question des représailles, tu sais, quand les universités se font couper du financement, quand il y a des gros cabinets d'avocats qui viennent à des ententes, etc., c'est sûr que les gens sont un peu plus prudents ils ont dû adapter, je te dirais, leur stratégie à la nouvelle administration là, que M. Trump représente. Tu sais, quand on considère que nos économies sont interdépendantes, complètement intégrées, je suis convaincu, puis tu me le diras, là, mais que de façon générale, on est bien accueillis, là. Oui. Dans les rapports économiques. Oui, écoute, tout à fait. Puis même traditionnellement, je veux dire, les républicains étaient libre-échangistes, là. Absolument. Beaucoup plus que les démocrates. C'est comme. Donc, puis c'est sûr qu'on est super bien accueillis. Nos économies sont tellement intégrées. Écoute, ça fait des décennies qu'on travaille avec eux autres pour essayer de bâtir nos économies de façon intégrée comme ça, parce que c'était plus rentable pour les entreprises, parce que c'est plus facile, parce que c'est au bénéfice de tout le monde, c'est au bénéfice mutuel des deux parties. Fait que, tu sais, je veux dire, ça fait des décennies. Donc, c'est sûr qu'on a des alliés, là, les embouteilleurs de canettes de bière, là, qui voient le prix de l'aluminium monter. Ils n'ont pas le goût de monter le prix de la canette de bière, là. Donc, tu sais, c'est ça. Puis l'Américain moyen, il n'a pas le goût de payer plus cher, puis sa canette de bière non plus. Donc, tu sais, c'est tout un... Alors, oui, on a des alliés, mais, évidemment, avec les façons de faire, je dirais, je ne suis pas qualifiée ça de même, on va rester diplomate, avec les façons de faire de l'administration Trump 2.0. Ah oui, là, on est dans c'est sûr qu'on n'est pas dans la même dynamique d'influence du pouvoir décisionnel qu'on l'était là, dans les années 19-20. Ouais. Tu reviens au Québec, tu viens faire de la télé avec nous chez Gérald Filion. On a eu la chance de débattre encore une fois. Et là, tu es nommé au Sénat canadien. Hein? Oui. Je m'en rappelle donc de la réaction, parce qu'on peut le dire. Tu m'avais même interpellé pour que je te signe une lettre de recommandation. Bon, ça m'a fait plaisir, bien sûr. Mais je t'ai posé la question. T'es sérieuse, Martine? Tu t'en vas au Sénat canadien. Qu'est-ce que tu vas aller faire là? Qu'est-ce que tu fais au Sénat canadien? Écoute, le Sénat, c'est une merveilleuse institution qui est tellement méconnue, puis autour de laquelle il y a tellement de préjugés. Ça n'a aucun bon sens. T'es sérieuse? Oui, oui. J'ai des préjugés là, avec ma face qui est un peu du pitac. Oui. Tout le monde en a, plein de monde en a. Je veux dire, les gens, on connaît le Sénat en se disant, oui, c'est toutes des personnes un peu plus, je dirais, expérimentées, qui sont là d'un certain âge, donc il ne se passe pas grand-chose, c'est là. Ou un truc d'amis, les libéraux nomment du monde, les conservateurs nomment du monde. Non, parce que moi, j'ai été nommée sous l'égide du Sénat indépendant. Là. Donc, c'est un comité... Il y a un comité indépendant qui examine toutes les candidatures, qui choisit certains candidats, une shortlist. Après ça, tu passes des entrevues, des enquêtes de sécurité, etc., etc. C'est pas simple, là. Je veux dire, c'est pas... Et donc, le processus est quand même indépendant. Mais c'est M. Trudeau, Justin Trudeau, qui a instauré ce mécanisme-là de nomination indépendante. Mais vas-y, convainc-nous. Je veux revenir justement au Sénat. Puis tu sais, Jacques, là, moi, j'ai passé 5 ans aux États-Unis, puis quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, là, on doit se le dire, là, toutes nos institutions démocratiques, on doit les chérir. On doit les chérir parce que le jour où on en a besoin, on est bien content de les avoir. Et le Sénat, ce qui est bien, c'est que depuis que le Sénat est indépendant, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde les projets de loi, on regarde les grands enjeux de la société canadienne, mais avec une lunette qui n'est pas partisane. Fait que ça donne la liberté de pouvoir, dans le fond, prendre le meilleur de ce qui existe dans le côté, dans chacun des partis, parce que moi, je reste convaincu que les partis politiques ont tous certaines bonnes affaires et certaines affaires qui sont moins bonnes. Donc, ça nous permet d'analyser les grands enjeux
avec un peu plus de recul et pas empreint de l'urgence ou de l'impératif de l'idéologie du parti ou de quoi que ce soit. Au contraire. Donc, pour le public, là, les projets de loi, ils passent. Les projets de loi passent nécessairement par le Sénat. Absolument. Tous les projets de loi. Absolument. Le projet de loi C5, par exemple, le fameux projet de loi là, pour accélérer les grands projets, on l'a étudié au Sénat. On a entendu des témoins. Tu sais, il y a des questions aussi qu'on peut poser aux témoins qui ne peuvent pas poser nécessairement en commission parlementaire, là, parce que quand tu es du côté du gouvernement, tu présentes le projet de loi, il y a peut-être des affaires que tu voudrais savoir, mais que tu ne peux pas poser parce que tu te tirerais dans le pied. Fait que, tu sais, c'est vraiment un lieu, on l'appelle en anglais « The Chamber of Sober Second Thought ». Donc, c'est la chambre de la pensée plus stratégique, sobre, en dehors, justement, du cadre partisan. Puis moi, j'ai énormément de plaisir à être là en ce moment. Je rencontre à peu près tout ce qui bouge au Canada en matière économique, les associations, etc. On a des topos qui nous sont donnés par une foule d'experts sur c'est quoi la situation de l'économie canadienne, c'est quoi, je suis sur le comité sénatorial aussi des affaires étrangères. Donc, j'ai 2 comités, finances nationales et affaires étrangères. On reçoit des ambassadeurs, on reçoit des équipes d'Affaires mondiales Canada, on reçoit des experts. Donc, c'est très large. C'est très large, c'est très varié. Très varié, puis c'est super intéressant. Et on a un pouvoir d'influence quand même discret, mais comme je te disais tantôt, qui est en dehors du cadre politique et mais qui vient enrichir, si tu veux, ce que le politique fait et ce que le politique est élu par le peuple pour faire aussi, parce que nous, on n'est pas élus. Il faut se garder une petite gêne. Hein? Est-ce que, justement, ça, c'était ma question. Est-ce que la sénatrice a une opinion, par exemple, sur la gouvernance de M. Carney dans le cadre de la négociation avec... l'économiste en a une. L'économiste en a une, elle peut parler. Oui, parce que tu prends la parole. L'économiste, absolument. Ça va-tu bien? Trouves-tu qu'il livre au niveau du commerce international? Je trouve que ça va bien parce que dans le sens où moi... Mais il n'y a pas d'accord, là, nulle part. Là. Non, mais je ne suis pas sûre qu'on en veut un accord. Ah bon? Pas sûr qu'on en veut peut-être un. En fait, je te dirais que time is on our side, comme on dit. Le temps joue avec nous et non pas contre nous dans la situation actuelle. Parce que les Américains n'ont pas encore vu les effets négatifs des politiques, hein? Parce que les prix... Les entreprises, parce que c'est ça, parce qu'il y a eu l'effet Cottonelle, que j'appelle. Hein? Rappelle-toi, pendant les entreprises américaines ont stocké, tu sais, pendant la pandémie, là, quand on avait dit qu'il y aurait des pénuries, les gens avaient été acheter du papier hygiénique. Bon, c'est la même affaire. Là, quand les entreprises savaient qu'il y aurait peut-être des tarifs, ils ont stocké. Donc là, ils ont fini d'écouler probablement leur stock. Oui, puis l'industrie de l'automobile qui absorbe le coût de l'augmentation. Puis là, après ça, exactement. Mais ça dure. Une partie le vendeur, une partie l'acheteur. Fait que, tu sais, mais les contre-coups de ça ne se sont pas encore fait sentir. Moi, j'ai l'impression, et on a rencontré beaucoup de gens qui vont dans ce sens-là aussi, sur le comité des affaires étrangères, là, qui sont venus témoigner, qui sont un peu dans ce sens-là. J'ai entendu aussi les gens de l'aluminium, par exemple, dire, tu sais, nous autres, on a été capables de détourner une partie de notre production vers d'autres marchés. Donc, oui, c'est pas une situation idéale, mais tu sais, on n'a pas besoin de signer n'importe quel type d'accord pour le moment. Je veux dire, et la plupart des experts diront la même chose. Le temps joue en notre faveur parce que, et on l'a vu encore dernièrement avec les élections là, où, en Virginie, au New Jersey et même à New York. Hein, c'est des bonnes nouvelles dans le sens où ce sont des démocrates là, qui ont pris le pouvoir. Des bonnes nouvelles pour les démocrates. Et ça laisse présager de... peut-être de ce qui va arriver là, aux élections de mi-mandat l'année prochaine. Donc, mais moi, un accord à tout prix, là, pas sûr de toute façon pour ce que ça va valoir. La CIOM doit être négociée en théorie en 2026. Donc, ils ont déjà commencé, si tu veux, là, les discussions puis les consultations. Mais on va voir, dans le fond, ce que ça va donner. Mais moi, je dis, prenons notre temps. Parce que de toute façon, même matin, là, on va signer un accord, puis M. Trump va décider qu'il fait d'autres choses. Puis il va le déchirer. Je veux dire, où il va. C'est comme, garde. Une journée sans teint que les Européens le lendemain. C'est ça. Je veux dire, tu sais, puis on sait que son tarif de base, c'est 10-15 %. Fait qu'on va être pris pareil avec un tarif de 10-15 %. Soit avec quoi on est capable de vivre. Soit dit en passant.
On parle d'économie, mais j'aimerais ça quand même porter peut-être un regard sur la société, la démocratie, avec ce qui se passe aux États-Unis. Bon, tu sais, tantôt, tu faisais référence à la communauté LGBT. Quand on pose la question de l'avenir de la démocratie, es-tu inquiète, toi, Martine? Quand je regarde, moi, je t'inquiète, Jacques, de la disparition du dialogue social, puis de la disparition en fait, du dialogue, de l'ouverture à l'autre, de notre capacité. La polarisation actuelle. Exactement. Je veux dire, on est dans des discours complètement polarisés, où les gens, on dirait qu'on n'est plus capable de s'asseoir puis de se dire, ben écoute, on s'entend qu'on s'entend pas, mais on se respecte. Tu sais, c'est rendu, c'est violent, c'est agressif, c'est noir ou blanc, il n'y a plus de zone grise, il n'y a aucune nuance de gris. Je veux dire, c'est inquiétant. C'est inquiétant aussi de voir à quel point... Le conservatisme au niveau des valeurs? Bien, oui, puis c'est inquiétant aussi de voir à quel point nos institutions sont fragiles. C'est pour ça que je te dis, on doit chérir l'ensemble de nos institutions démocratiques. Parce que regarde juste le démantèlement de l'État là, qui est en train de se passer aux États-Unis en l'espace de... Écoute, il a été élu au mois de novembre l'année passée. Là. Je veux dire, ça fait 1 an. Puis, je veux dire, c'est le changement structurel profond qui est en train de s'exercer aux États-Unis dans l'ensemble de l'appareil, de la structure gouvernementale qui était là depuis des décennies. C'est parti, ça s'est effondré presque comme un jeu de domino, presque tout d'un coup, donc en un claquement de doigts. Fait que, tu sais, c'est inquiétant. Parce que c'est des choses, en tout cas, notre génération, on est de la même génération, des choses sur lesquelles on a pris des décennies à bâtir. Je regarde juste la montée du masculinisme aux États-Unis, puis même ici, au Québec. Oui, exactement, tout à fait. Donc, l'avortement, je veux dire, tu sais, on revient à une époque où il y a des femmes qui meurent en couche parce qu'il y a des médecins qui ne veulent pas faire le curetage. Tous les grands questionnements, des remises en question par rapport à la science. Tu as même vu au Canada, on vient de perdre notre statut. Oui, notre statut sur la rougeole. Ben oui, c'est fou, ça. Ouais. C'est fou. Ouais. En fait, c'est comme si on nous avait dit il y a une dizaine d'années, on s'en va vers ce type de société, on aurait eu de la difficulté à le croire. On savait que ça existait, que l'extrême droite existait, que il y avait des fous furieux quelque part qui étaient peut-être dans leur parole, dans leur position politique, une menace à la démocratie, mais on ne pensait pas que ces gens-là pouvaient prendre le pouvoir. Bien, on ne pensait pas que ça pouvait être si rapide et si passé, là, presque comme une lettre à la poste. C'est comme dans la population. As-tu l'impression des fois, parce que, bon, évidemment, là, Trump a un discours très nationaliste sur le plan économique. Ça a toujours existé, remarque, aux États-Unis. Là, il y a déjà eu des mesures protectionnistes, ça existe un peu partout en Occident. Mais as-tu l'impression des fois qu'on est allé trop loin dans cette idée-là de l'intégration, de la mondialisation, qu'on est allé trop vite parce qu'il y a des laissés pour compte? Tu sais, les travailleurs de la classe moyenne qui avaient des bons salaires dans l'industrie de l'automobile aux États-Unis, qui du jour au lendemain se retrouvent avec des pertes d'emploi parce qu'on a délocalisé au Mexique ou ailleurs. As-tu l'impression parfois qu'on est peut-être allé trop vite, trop loin? Trop vite sur certaines questions. Peut-être que, tu sais, sur des questions plus sociales ou plus, tu sais, comme la question des genres, par exemple, et tout ça. C'est important aussi de suivre. Tu penses que là-dessus? Oui, bien, je pense qu'on est allé plus rapidement que la capacité d'explication, d'intégration, d'intégration de l'information, de tout ça, que la population est capable d'en prendre. Parce que c'est ça, tout le défi d'un gouvernement aussi, puis de la communication gouvernementale, c'est tout ça aussi, hein, c'est d'être capable de juger, est-ce que si on s'en va par là, est-ce que les gens sont prêts à ça? Est-ce que la population va suivre? Est-ce que... Fait que moi, la question de l'industrialisation, puis la question de la mondialisation, tout ça, je pense que c'était un acquis. Je veux dire, la preuve, ça fait des décennies qu'on élit des gouvernements qui sont libre-échangistes des deux côtés de la frontière, puis qu'on pratique le libre-échange. Puis, je veux dire, c'est le peuple qui les a élus, là. Donc, ça veut dire qu'on était d'accord avec ça. Là, maintenant, je sens par contre que sur certaines questions sociales, que c'est peut-être allé un petit peu vite. Au Canada, on est allé vite. Hein? On est allé très vite. On est allé et peut-être que le boomerang là, qu'on est en train de recevoir sur certaines questions là, par rapport à ça, les fameuses toilettes non genrées,
le ceci, le cela. Je veux dire, bon... les boîtes de les tampons yels, dans les toilettes des hommes? Oui, les yels, tu sais, bon, la langue, les pronoms, tout ça. Puis je dis pas que c'est pas légitime ou que c'est pas ultimement quelque chose qu'il va falloir, tu sais, réfléchir. Tout ce dont je parle, c'est de la vitesse à laquelle on est allé par rapport à là où on était rendu comme société, dans cette réflexion-là. Et ça chemine. C'est la même affaire. La même affaire que la cause des femmes quand ça a commencé. Oui, oui. Et je suis pas mal à la même place que toi, mais je veux quand même revenir, parce qu'il nous reste quelques minutes, sur la question économique. Parce que, bon, moi aussi, je pense pas qu'on va remettre le dentifrice dans le tube, là. La Chine est là pour rester. L'Inde, c'est maintenant les pays du Sud qui font le rattrapage nécessaire. Mais il y a un enjeu de répartition de richesse, Martine. Oui. Il y a un appauvrissement de la classe moyenne. Il y a un enjeu de répartition. Il y a un enjeu de répartition de la richesse. Il y a un enjeu. Puis moi, j'aime bien la fiscaliste Brigitte Alpin. Je ne sais pas si tu la connais. Ah ben bien sûr, je l'ai même déjà eu comme invité sur son dernier roman. Oui, bien c'est ça. Brigitte a beaucoup travaillé sur la question justement de la fiscalité, de l'évasion fiscale, des paradis fiscaux, etc., etc. Fait que c'est sûr qu'il y a une frange de la population qui ne paye pas peut-être son juste dû en termes de ce qu'on pourrait considérer comme étant une société équitable. Et c'est vrai. Et quand on regarde, par exemple, Elon Musk qui se fait offrir le 1000 milliards. Hey, 1000 milliards, je pensais à ça. Là, oui. On ne sait même pas comment compter ça. 1000 milliards, on ne sait même pas comment... Les gens ont de la misère à aligner zéro tellement il y en a, là. Je veux dire, c'est fou. Tu te dis, aïe, 1000 milliards, là, c'est le PIB de certains pays. Tu sais, je veux dire, voyons, ça n'a aucun bon sens. Je veux dire, c'est quelque chose. Fait que tu dis, oui, c'est vrai, mais je te dirais que si on revient à ce qui se passe aux États-Unis, un des éléments sur lesquels, et ça, personne ne peut nous l'enlever, à part nous-mêmes, sur lesquels on demeure hyper compétitif au Canada, y compris et incluant encore plus au Québec, c'est toute la question de nos programmes sociaux. Toute la gratuité scolaire, la gratuité du système de santé. C'est un avantage énorme. Les entreprises américaines doivent débourser des fortunes pour assurer leurs travailleurs. Les assurances médicales, ça coûte une fortune aux États-Unis. Donc, ça, c'est tous des avantages. Puis ça, là, on voit les bénéfices de ça aujourd'hui encore, non seulement pour la population, mais aussi pour notre économie. Je pensais que tu étais pour nous parler du taux de syndicalisation, parce que ça vient aussi dans le débat, ça, avec la répartition de la richesse. Puis fais attention, parce que je sais que la FCEI, on avait que je voulais te dire, on avait une perception parfois, tu me disais, une réputation. De ta droite. Oui, la droite antisyndicale. Oui. Moi, je suis gauchère. Oublie pas que je suis gauchère. Martine Hébert. Alors, gauche-droite, pour moi, je pense que c'est une question d'équilibre. Puis c'est en se parlant, puis en s'écoutant, puis en travaillant sur les objectifs qui nous unissent qu'on arrive à faire des grandes choses. Merci infiniment, gauche-droite. Communiquer avec impact, ça a été vraiment extraordinaire. Merci, Jacques. Plaisir.